je vais présenter notre conférencier. Premièrement, merci d'être venu. Je vais présenter notre conférencière aujourd'hui, Dr. Anne-Sophie Champeau, qui est avec son titre, mais par rapport à ça, une amie à moi aussi. Donc, c'est un plaisir de l'avoir ici avec nous aujourd'hui. Dr. Champeau est professeur agrégé au département de psychologie à l'Université Acadia. Elle co-dirige le Center for Neuroscience and Cognitive Health de l'Université Acadia, qui est financé par l'FCI et Research Nova Scotia. Professeur Champeau est également psychologue clinicienne agrégée en Nouvelle-Écosse et neuropsychologue. Son programme de recherche actuel porte sur divers sujets dans le domaine de la neuropsychologie clinique et des neurosciences cognitives. Ses recherches visent à mieux comprendre la base neuronale des processus d'attention et de mémoire de travail dans le but ultime de développer des nouvelles techniques d'évaluation et de réhabilitation pour améliorer le fonctionnement cognitif des populations neurologiques. Donc aujourd'hui, professeur Champeau va nous parler du développement d'un protocole de réadaptation de l'héminégligence par le jeu. Donc, professeur Champeau, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'introduction. Ça me fait plaisir d'être ici. Donc, comme le docteur McCary mentionnait, je vais vous parler aujourd'hui du développement d'un protocole de réadaptation de l'héminégligence sur lequel je travaille depuis déjà plusieurs années. C'est la première fois, en fait, que je présente, par contre, sur ce sujet en français. Donc, ça risque d'être un peu périlleux pour moi. Par contre, éventuellement, je veux vraiment traduire ce protocole-là pour pouvoir l'utiliser avec des populations francophones. Donc, c'est un bon exercice pour moi aujourd'hui. Donc, le développement de ce protocole-là, qui s'appelle, comme vous voyez ici, le protocole PEG de Moll, c'est une des branches de mon programme de recherche qui a émergé, en fait, de mon expérience clinique comme neuropsychologue. Puis, en fait, c'était plus particulièrement durant mon internat en neuropsychologie que j'ai fait à un hôpital de réadaptation à Winnipeg. Donc, je travaillais à ce moment-là avec plusieurs patients qui avaient subi des AVC. Puis, j'ai été vraiment marquée rapidement par le grand nombre de patients qui avaient des symptômes d'héminégligence. Puis, j'ai été marquée aussi par le flagrant manque de ressources pour ces patients-là. Donc, le scénario typique que je voyais le plus souvent durant mon internat, c'était des patients qui étaient hospitalisés après un AVC, donc que moi, je voyais pour des évaluations neuropsy. Je détectais des symptômes d'héminégligence. Donc, il commençait un protocole de réadaptation pour l'héminégligence alors qu'ils étaient encore hospitalisés. Puis, ce qui se passait par la suite, c'est que souvent après, une fois que leur état physique était plus stable, ils recevaient leur congé de l'hôpital, se retrouvaient à la maison et ils recevaient leur congé de l'hôpital malgré des symptômes d'héminégligence chronique qui étaient résiduels. Puis, une fois à la maison, il y avait en fait plus de ressources disponibles pour traiter ces symptômes-là. Puis ce qui se produisait le plus souvent, en fait, c'est que ces individus-là se retrouvent hospitalisés à nouveau, se retrouvent à l'hôpital à nouveau, souvent parce qu'ils ont été impliqués dans un accident qui a été causé par les symptômes d'héminégligence. Donc, ça a été vraiment très clair pour moi rapidement pendant mon internat qu'il y avait un gros problème d'accès au niveau du traitement de l'héminégligence. Puis, j'ai décidé de faire mon post-doctorat sur ce sujet-là. En fait, je voulais essayer de régler le problème. Puis, j'en ai fait un peu ma mission parce que je travaille encore là-dessus aujourd'hui. Donc, ça, c'est un petit aperçu de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Évidemment, je vais prendre un petit 2 minutes parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît l'héminégligence spatiale. Donc, je vais prendre un petit 2 minutes pour parler de ce qu'est l'héminégligence spatiale. Vous parler aussi très brièvement du traitement principal qui est utilisé en clinique, en milieu hospitalier. Puis, je vais vous parler évidemment des problèmes associés avec ce traitement-là. Puis, par la suite, je vais vous parler d'adaptation prismatique, qui est un traitement alternatif, en fait, qui est encore considéré souvent au Canada comme un traitement expérimental pour l'héminégligence, qui est utilisé plus souvent
en clinique déjà aux États-Unis, mais pas très souvent au Canada encore. Donc, je vais vous parler de ce qui est l'adaptation prismatique. Je vais vous parler encore une fois des problèmes associés à ce protocole-là, tel qu'on l'utilise en ce moment. Puis, bien évidemment, je vais vous parler de notre protocole PEC-DeMol qui a en fait été développé. C'est un protocole d'adaptation prismatique qui est modifié. Donc, on l'a modifié pour régler les problèmes d'accès à ce traitement-là, puis les problèmes d'adhérence au traitement. Donc, évidemment, je vais vous donner un petit peu une idée des données qu'on a obtenues jusqu'à maintenant avec notre protocole PEC-DeMol. Puis, je vais vous parler finalement, juste en quelques minutes, de la prochaine étape qui, en fait, pour le développement de PEC-DeMol, la prochaine étape qui commence, en fait, cette semaine. Donc, qu'est-ce que c'est que l'héminégligence spatiale? En fait, l'héminégligence, c'est une incapacité à prendre en compte des stimuli qui sont présentés dans l'hémi-espace opposé à une lésion cérébrale. Donc, dû au rôle important de l'hémisphère droit au niveau de la distribution de l'attention visuospatiale, la présentation la plus fréquente là, pour l'héminégligence, c'est une difficulté ou une incapacité à porter attention à ce qui se passe à gauche suite à un AVC qui a affecté l'hémisphère droit du cerveau. Donc, c'est important de préciser que l'héminégligence, ce n'est pas un trouble sensoriel, ce n'est pas un trouble moteur, c'est vraiment un trouble attentionnel, c'est un trouble d'attention. Donc, c'est un trouble cognitif spatial. Donc, les gens qui souffrent d'héminégligence, en fait, ne portent pas attention à ce qui se passe à gauche. Puis ça peut amener carrément une incapacité de s'occuper de leur propre corps, là, du côté gauche de leur propre corps, ou de s'occuper de ce qui se passe à gauche de leur environnement. Puis, on s'en rend probablement pas compte. Puis, je trouvais ça intéressant quand même. Je pense que c'est pour ça que ça m'a marqué pendant mon internat, c'est qu'on... En tout cas, je ne sais pas en médecine, mais en neuropsychologie, on n'apprenait pas beaucoup, très peu là, sur l'héminégligence, alors que c'est vraiment, vraiment très fréquent. C'est la majorité des patients, après avoir eu un AVC affectant l'hémisphère droit du cerveau, donc les études montrent là, à peu près jusqu'à 80% des patients après un AVC qui affecte l'hémisphère droit, qui vont avoir des symptômes d'héminégligence. Puis les symptômes d'héminégligence ont tendance à devenir chroniques. Donc, chez à peu près un tiers des patients qui ont des symptômes d'héminégligence, les symptômes vont être encore présents plus d'1 an après l'AVC. Maintenant, mis à part l'incidence qui est très élevée là, de l'héminégligence spatiale, ce qui m'a intéressée par cette condition-là, comme je disais au départ de la présentation, c'est que l'héminégligence, c'est lié, la présence d'héminégligence est liée à un risque accru de blessure suite à un AVC. Donc, les gens qui ont des symptômes d'héminégligence se retrouvent souvent impliqués dans un paquet d'accidents. Tu sais, c'est facile à concevoir quand on réalise ce qui peut se passer lorsque on ne porte pas attention au côté gauche de l'espace ou au côté gauche de son propre corps. Donc, les effets souvent affectent les soins personnels, donc les soins d'hygiène, mais aussi la plupart des activités de la vie quotidienne. Vous pouvez imaginer, par exemple, à quel point une tâche qui est aussi simple que de traverser une rue, à quel point ça peut devenir dangereux lorsque notre attention est biaisée vers la droite puis qu'on ne porte pas attention à ce qui se passe vers la gauche. Donc, le traitement principal qui est utilisé pour l'héminégligence, qui est utilisé en milieu hospitalier principalement, c'est la rééducation par balayage visuel. Donc, les patients réapprennent carrément à porter de plus en plus attention vers la gauche. Puis ça, c'est fait en utilisant un paquet de différentes tâches. Je vous montre un exemple ici, qui est une tâche qui demande de détecter des cibles qui peuvent être présentées sur une feuille ou sur un écran. Puis l'idée de la rééducation, c'est qu'on utilise des indices visuels à gauche de l'écran ou à gauche de la page pour attirer l'attention finalement là, vers la gauche. Donc, lorsqu'on utilise des indices visuels comme cette ligne-là ici,
les patients sont plus portés à porter attention vers la gauche pour pouvoir détecter les cibles qui sont présentées à la gauche de l'écran. C'est une technique qui est particulièrement longue, qui est particulièrement ardue pour les patients. Donc, les protocoles standards parlent de séances, en fait, normalement d'à peu près 1 heure par jour, ou un petit peu moins qu'1 heure par jour. Puis souvent, ça doit être utilisé pendant des semaines là, pour démontrer une certaine efficacité. Ça demande aussi une certaine conscience des problèmes attentionnels pour pouvoir détecter des cibles sur la page ou sur l'écran. Puis, on sait que pour beaucoup de patients qui ont des symptômes d'héminégligence ne sont pas complètement conscients des déficits attentionnels là, qu'ils ont. Donc, c'est un des problèmes de ce traitement-là, c'est que ça demande une certaine conscience là, des problèmes attentionnels. Donc, ça crée évidemment un paquet de problèmes, surtout au niveau de l'adhérence au traitement. Vous pouvez imaginer qu'un patient qui est plus ou moins conscient des problèmes attentionnels qu'il a, ça va être difficile de convaincre cette personne-là de s'impliquer dans un protocole de réadaptation qui demande des heures et des heures d'implication. Donc, l'adaptation prismatique, c'est une technique qui est étudiée en ce moment comme protocole alternatif là, ou traitement alternatif pour l'héminégligence. Ce n'est pas une nouvelle technique du tout. En fait, c'est une technique qui est utilisée depuis des décennies, mais principalement pour étudier les mécanismes de neuroplasticité chez les sujets sains. Mais ça fait à peu près une vingtaine d'années là, que c'est étudié comme traitement potentiel de l'héminégligence. Je pense que le premier article à sortir qui décrivait l'adaptation prismatique pour le traitement de l'héminégligence était en 1998. Donc, ça fait à peu près une vingtaine d'années que c'est un traitement qui est étudié comme potentiellement une autre option là, pour traiter l'héminégligence. Donc, qu'est-ce que c'est l'adaptation prismatique? Ça implique l'utilisation de lunettes prismatiques que vous voyez illustrées ici. Les lunettes prismatiques vont déplacer le champ visuel vers la droite, normalement de 10 à 15 degrés d'angle visuel vers la droite. Donc, c'est pour ça que vous voyez la ligne qui est déplacée ici à travers les lunettes. Donc, ce que les patients doivent faire, c'est, après avoir mis ces lunettes-là, c'est d'interagir avec leur environnement d'une certaine façon. Puis la plupart des protocoles d'adaptation prismatique demandent en fait aux patients de simplement pointer vers des cibles qui sont présentées sur un écran tactile devant eux. Donc, ce qui se passe au départ du traitement, lorsque les patients mettent les lunettes prismatiques et qu'ils se mettent à pointer vers les cibles qui sont présentées sur l'écran tactile, c'est qu'ils vont faire des erreurs à la droite des cibles. Donc, ils vont pointer à la droite des cibles parce que les lunettes prismatiques vont déplacer le champ visuel vers la droite. Puis, lorsqu'ils continuent à pointer à répétition vers les cibles, alors qu'ils portent toujours les lunettes prismatiques, les patients vont apprendre tranquillement à pointer de plus en plus vers la gauche pour compenser pour le déplacement visuel vers la droite. Donc, ils vont compenser de plus en plus vers la gauche. Puis, ce qui se passe, qui est intéressant, puis ce qui était thérapeutique là, pour l'héminégligence, c'est qu'une fois que les lunettes sont retirées, on va observer un déplacement de l'attention visuelle, déplacement de l'attention visuospatiale vers la gauche. Donc, pour des patients qui avaient l'attention visuospatiale qui était biaisée vers la droite, ce déplacement-là vers la gauche devient particulièrement thérapeutique. Il y a plusieurs études maintenant qui ont montré, dont certaines de nos études, qui ont montré que ces effets-là, ce déplacement de l'attention visuelle vers la gauche, ces effets-là vont être généralisés souvent aux activités de la vie quotidienne pour des patients avec l'héminégligence. Donc, une amélioration des capacités, par exemple, de lecture, soins d'hygiène, etc., etc. Donc, pourquoi on est intéressé par l'adaptation prismatique comme traitement? Premièrement, ça prend beaucoup moins de temps que le balayage visuel. Je parlais du balayage visuel qui peut prendre 1 heure par jour pendant des semaines. Ici, on parle des séances de 10 à 15 minutes. Les protocoles qui sont testés en ce moment sont d'environ 2 semaines. Donc, c'est beaucoup plus bref.
Ça ne demande pas aussi, ça demande pas une conscience des déficits attentionnels. Ça, c'est un avantage vraiment important, étant donné que plusieurs patients avec l'héminégligence n'ont pas cette conscience-là de leur déficit cognitif. La raison pourquoi ça ne demande pas une conscience des déficits cognitifs, c'est qu'en fait, les cibles qui vont être présentées sur l'écran tactile vont automatiquement attirer leur attention. Donc, ça, c'est les avantages, si on compare ça avec le protocole de balayage visuel. Maintenant, il y a quand même certaines... en fait, je vais vous montrer juste ici ce que le protocole a l'air. Donc, ça, c'est juste une illustration, en fait, du protocole d'adaptation prismatique qui est utilisé, encore une fois, au Canada, plus souvent en recherche. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est une planche qui est positionnée à l'horizontale, qui va cacher la plus grande partie des mouvements lorsque les patients ou les participants pointent vers des cibles. La raison pour laquelle cette planche-là est utilisée, c'est qu'il a été démontré en recherche que lorsque la planche n'est pas utilisée et que les participants ou les patients peuvent corriger leurs mouvements, donc si vous essayez un jour des lunettes prismatiques, vous allez voir que si vous mettez les lunettes puis vous pointez vers une cible, si vous voyez tout votre mouvement puis que vous pouvez prendre votre temps puis corriger le mouvement, vous allez pouvoir en fait pointer de façon assez exacte là, vers les cibles. Puis ça, le problème, c'est que vous n'allez pas faire d'erreur et donc, il n'y aura pas le même phénomène de neuroplasticité qui va être observé. Puis les effets de l'adaptation prismatique vont être beaucoup plus petits dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça que le protocole implique la planche à l'horizontale ici. Donc, encore une fois, ce protocole-là prend moins de temps que le balayage visuel, donc c'est intéressant pour ça. Ça ne nécessite pas la conscience du trouble attentionnel, donc c'est merveilleux pour ça aussi. Un autre avantage de l'adaptation prismatique, c'est que ça peut être étudié chez les sujets sains. On observe les mêmes effets, en fait, chez les sujets sains que chez les patients avec héminégligence. Si vous utilisez un protocole d'adaptation prismatique, donc en supposant que vous n'avez pas eu d'AVC récemment et que vous n'ayez pas des symptômes d'héminégligence, donc, avant l'utilisation du protocole, vous allez avoir une attention visuospatiale qui est plutôt centrée. Puis après, utiliser un protocole d'adaptation prismatique, votre attention va être déplacée vers la gauche. Alors que ce qu'on observe chez les patients avec héminégligence, c'est l'attention est biaisée vers la droite. Puis après, utiliser le protocole, elle est plus centrée. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut étudier ces protocoles-là chez les sujets sains avant les utiliser, puis de les étudier chez les patients qui ont des symptômes d'héminégligence. Donc, c'est quoi le problème avec ce protocole-là, en fait, tel qu'il est utilisé surtout en recherche là, en ce moment? Il y a quelques problèmes. Premièrement, vous pouvez imaginer que la plupart des gens n'ont pas ce genre de setup-là à la maison, là, la planche horizontale avec le gros écran tactile. Donc, ce n'est pas l'équipement que la plupart des gens ont à la maison. Puis aussi, la plupart des utilisateurs, les patients qui utilisent l'adaptation prismatique avec les protocoles plus traditionnels comme ceux-ci vont dire que c'est des protocoles qui sont particulièrement ennuyants et répétitifs. Les gens font juste pointer vers des cibles, puis souvent, la cible, c'est en fait ce que vous voyez ici, c'est-à-dire une ligne qui est présentée à la verticale. Donc, on pointe over and over again pendant 10-15 minutes, pendant 2 semaines. Donc, ça crée quand même des problèmes d'adhérence au traitement. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'accès, les gens n'ont pas cet équipement-là à la maison, puis des problèmes d'adhérence parce que c'est pas particulièrement le fun là, à utiliser comme protocole. Donc, c'est pour ça que nous avons développé, donc moi et mon équipe avons travaillé sur une application, un protocole d'adaptation prismatique modifié qui s'appelle PEC-DeMoore. Si vous êtes déjà allé dans une vieille arcade et que vous avez frappé sur des taupes qui sortent de trous avec un marteau en plastique, ça veut dire que vous comprenez déjà le principe derrière cette application-là. Donc, on a en fait recréé un peu le jeu d'arcade que tout le monde connaît avec des petites taupes là, qui tiennent des cibles et qui sortent de trous à différents endroits sur l'écran.
Puis les gens doivent, les patients doivent pointer vers les cibles le plus rapidement possible. Donc, avec leurs doigts, c'est une très mauvaise idée de demander à des patients avec des symptômes d'héminégligence d'utiliser un marteau, là. Donc, on ne veut pas augmenter les blessures, on veut les réduire. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est d'adapter un petit peu le protocole là, pour le rendre plus sécuritaire. Ce qui est intéressant avec PEC de Monde aussi, c'est que comme vous voyez ici, en fait, tout ce que ça demande, c'est ce que vous voyez ici, c'est la dernière version. Là. Donc, c'est une application qui peut être utilisée sur toutes les tablettes, donc sur des iPads, Surface Pro, peu importe la tablette que vous avez à la maison. Puis, ça ne demande pas la planche à l'horizontale parce que le jeu comprend un algorithme qui calcule la vitesse de mouvement de l'utilisateur avant de mettre les lunettes prismatiques. Donc, on calcule la vitesse de mouvement, puis le jeu va en fait maintenir cette vitesse de mouvement-là une fois que les lunettes sont mises. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si les gens commencent à corriger leur mouvement, ils vont nécessairement ralentir, puis les taupes vont disparaître. Donc, pour pouvoir interagir, pour pouvoir jouer, finalement, il faut être aussi rapide que lorsqu'on n'a pas les lunettes prismatiques. Puis ça, ben, ça nous permet, ce petit paramètre-là, nous permet d'éliminer une grande partie de l'équipement qui est normalement utilisé pour l'adaptation prismatique. Donc, étant donné que tout ce qui est nécessaire, c'est une tablette puis des lunettes prismatiques, bien, ça peut être utilisé n'importe où, tant dans les milieux hospitaliers que dans des cliniques externes, puis même, comme je vais vous parler un petit peu plus dans quelques minutes, même directement chez les patients. Donc, à la maison. Donc, on a testé un paquet de versions là, de PEC de Mole. Surtout chez les sujets sains, mais aussi chez les patients avec symptômes d'héminégligence. On a testé cette application-là avec des personnes de tous âges, là, vraiment d'enfants jusqu'aux personnes âgées pour s'assurer que n'importe qui pouvait utiliser l'application. Puis, on a testé les effets de ce jeu-là quand c'est utilisé avec des lunettes prismatiques sur un paquet de tâches. Des tâches qu'on voulait pertinentes aux patients qui ont des symptômes d'héminégligence. Donc, je voulais vous donner juste un petit exemple aujourd'hui de tâches qu'on a utilisées. Ça ici, c'est un parcours en chaise roulante. Un parcours à obstacles, en fait. Là, on a fait c'est un parcours avec des obstacles comme des bacs de recyclage, des poubelles, un paquet d'obstacles, dans le fond, que les participants devaient éviter. Ils ont utilisé ce parcours-là avant, puis après avoir utilisé PEC de Mole avec des lunettes prismatiques. Donc, PEC de Mole avec lunettes prismatiques, c'est ce que vous voyez ici. Puis, nos groupes contrôle, souvent, comprennent l'utilisation du même jeu, donc utilisation de PEC de Mole, mais avec des lunettes cham ou des lunettes claires. Donc, c'est des lunettes qui ne déplacent pas le champ visuel, finalement. Je vous ai montré ici un résultat, c'est le résultat typique qu'on a observé sur la plupart des tâches. Donc, ce qu'on remarque, c'est une déviation de la performance vers la gauche après avoir utilisé PEC de Mole avec des lunettes prismatiques, donc qui déplacent le champ visuel vers la droite de normalement 10 à 15 degrés. Puis, évidemment, on n'observe pas la même déviation là, de la performance lorsque PEC de Mole est utilisé avec des lunettes claires. Donc, c'est exactement le genre d'effet qu'on voulait observer, parce que rappelez-vous que ce qu'on veut, c'est un déplacement de l'attention visuospatiale vers la gauche. On a comparé aussi PEC de Mole avec les protocoles d'adaptation prismatique plus standard là, ou plus traditionnel avec la planche, le gros écran tactile. On voulait s'assurer évidemment qu'en minimisant l'équipement puis en changeant le protocole pour le rendre plus agréable, plus facile à utiliser, qu'on n'avait pas un impact négatif sur nos résultats. Puis c'est vraiment ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'il y a des résultats équivalents avec PEC de Mole lorsque c'est utilisé avec des lunettes prismatiques, des résultats équivalents à des protocoles plus traditionnels. La grosse différence, évidemment, c'est dans l'expérience de l'utilisation du jeu. Donc,
On a publié une étude, entre autres, où les participants rapportent vraiment que PEC de mots, c'est une procédure qui est le fun à utiliser, qui est beaucoup moins ennuyante, beaucoup moins fastidieuse, beaucoup plus facile à utiliser que les protocoles d'adaptation prismatique traditionnels. Puis ça, bien évidemment, on espère que ça va se traduire par une augmentation, une amélioration de l'adhérence au traitement chez les patients avec des symptômes d'immunonégligence. On a aussi fait, je voulais juste vous mentionner brièvement, c'est une étude de potentiel évoqué avec PEC de mots, encore une fois. Ce qu'on essaie d'étudier ici, puis on a eu des résultats vraiment intéressants qu'on est en train de rédiger en ce moment. On voulait voir si on pouvait identifier avec une étude d'EEG un marqueur potentiel évoqué de l'adaptation prismatique. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est des zones qui ont été captées durant l'utilisation de PEC de mots. On s'intéressait plus particulièrement à des zones qui reflétaient des processus cognitifs, particulièrement l'onde qu'on appelle P300, qui est une onde qui est observée lorsque les utilisateurs, puis ça a été répété plusieurs fois là, en recherche, lorsque les utilisateurs portent attention ou que leur attention est redirigée vers un événement qui est inattendu. Donc, c'est relié à des processus attentionnels. On voulait voir si on pouvait observer une différence au niveau de cette onde-là lorsqu'on utilise PEC de mots avec des lunettes prismatiques comparativement à lorsque c'est utilisé avec des lunettes claires, donc des lunettes sham ou lunettes contrôle. C'est exactement ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est une figure G où, comme à l'habitude, tout est inversé. Donc, plus la ligne est basse, plus l'amplitude de l'onde est élevée. Donc, on remarque ici le potentiel évoqué P300 dont je vous parlais, qui est plus amplifié lorsque PEC de mots est utilisé avec des lunettes prismatiques comparativement à des lunettes claires. Donc, on veut vraiment étudier ce potentiel évoqué-là chez les patients avec des symptômes d'héminégligence. Ça pourrait être particulièrement intéressant, entre autres, si on peut prédire à l'aide d'un marqueur EEG comme ça, qui est-ce qui peut bénéficier du traitement PEC de mots. Parce que comme n'importe quel traitement, ça ne va pas fonctionner avec tous les patients. Donc, cette habilité-là de prédire la réponse au traitement serait vraiment, vraiment utile. C'est une des prochaines étapes là, de notre programme de recherche. Par contre, la prochaine étape qui commence dès maintenant, dont je voulais vous parler, on est dans une étape qui est une étape très excitante de ce projet-là parce qu'on vient d'obtenir un financement pour le premier essai clinique randomisé, contrôlé avec PEC de mots. Donc, on a utilisé beaucoup PEC de mots avec des patients qui souffrent d'héminégligence au courant des années pour améliorer le protocole le plus possible. Mais ça, c'est vraiment la première étude complète, randomisée, contrôlée. Notre groupe expérimental, ou le groupe qui va recevoir le traitement, va utiliser PEC de mots avec des lunettes d'adaptation prismatique, déplaçant le champ visuel de 15 degrés vers la droite. Et notre groupe contrôle va utiliser le protocole PEC de mots avec des lunettes qui déplacent le champ visuel un petit peu moins, donc de 5 degrés vers la droite. Donc, on espère, en fait, ce qu'on voudrait observer, c'est des effets plus prononcés du traitement chez notre groupe expérimental. Ce projet-là a 2 branches. Donc, le protocole va être utilisé à l'interne avec des patients qui sont hospitalisés, donc au Nova Scotia Rehabilitation Center puis au Valley Regional Hospital. Mais on va finalement commencer à utiliser le protocole à l'externe aussi. Donc, on a certains membres de notre équipe de recherche qui vont aller chez les patients pour introduire le protocole qui vont par la suite utiliser par eux-mêmes à la maison. Donc, le protocole va être l'utilisation de PEC de mots pendant 2 semaines, 10 séances réparties sur 2 semaines, 15 minutes par jour, donc c'est très bref. Il y a une partie de notre équipe de recherche qui vont être en charge des évaluations neuropsy, puis les évaluations des activités de la vie quotidienne. Donc, avant le traitement, tout de suite avant, juste avant le traitement, juste après le traitement de PEC de mots, puis on va avoir un follow-up aussi, parce que ça, c'est un des problèmes avec l'adaptation prismatique. Il n'y a pas beaucoup d'études qui regardent qui ont étudié
qui ont examiné les effets à long terme. Donc, on va avoir un follow-up 1 mois après le traitement également. Puis, il va y avoir une autre partie de notre équipe de recherche qui vont être les thérapeutes. Là. Donc, ils vont aller voir les patients, que ce soit à l'hôpital ou à la maison, pour introduire le traitement. Puis on a développé tout le matériel là, qui fait que ça va être très facile, en tout cas on l'espère, très facile à utiliser pour les patients à la maison. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec notre projet, c'est qu'on va obtenir des données évidemment quantitatives. Donc, on va regarder l'impact du protocole PEC-de-MOS sur les symptômes d'héminégligence, sur la vie là, de tous les jours des patients qui ont utilisé le protocole, mais on va aussi obtenir des données qualitatives. Donc, c'est vraiment important pour moi d'impliquer les patients dans ce protocole-là, de leur demander leur opinion. Qu'est-ce qu'ils ont aimé le plus par rapport au protocole? Qu'est-ce qu'ils ont aimé le moins? Est-ce qu'ils ont eu des problèmes techniques? Est-ce qu'ils ont des recommandations pour qu'on puisse améliorer là, notre protocole le plus possible avant qu'il soit appliqué en clinique? Donc, ça commence dès maintenant. Puis, j'espère que je vais avoir des données intéressantes que je vais pouvoir venir vous représenter peut-être d'ici 1 an. Puis, évidemment, tout ce travail-là se fait avec une équipe merveilleuse qui est une équipe d'étudiants puis de collaborateurs, tant à Acadia qu'à Dalhousie qu'à Mount St. Vincent University, puis avec du financement de plusieurs organismes. Entre autres, c'est Nova Scotia Health qui finance notre essai clinique qui débute dès maintenant. Donc, merci beaucoup de votre attention, puis je vais répondre à vos questions avec grand plaisir. Merci, Dr. Champeau. J'ouvre la période de questions ici aux gens dans la salle. Y a-t-il des gens qui ont des questions pour Dr. Champeau? Oui, Mathieu? Je vais répéter. Aux 2 groupes, à l'étude, le 5 degrés versus 15 degrés, c'est-tu qui vont assurer l'insu que le groupe témoin est 5 degrés? Donc, c'est une question de Mathieu Bélanger, qui est le directeur de la recherche ici. C'était par rapport aux 2 groupes que tu avais dans ton étude, un de 5 degrés et un de 10 degrés. C'était-tu pour... c'était quoi la fin de la question, Mathieu? C'était-tu pour l'insu? Oui, exactement. Donc, ça, c'est un des problèmes avec les études d'adaptation prismatique. C'est que c'est vraiment évident quand tu es dans le groupe, dans la condition expérimentale, parce que la condition expérimentale fait qu'il y a un gros shift là, du champ visuel qui est très facile à percevoir, alors que souvent, les groupes contrôles, comme vous avez vu dans nos données précédentes, ce qu'on a utilisé aussi, puisque la plupart des gens utilisent des lunettes claires. Donc, il y a vraiment un effet placebo qu'on veut essayer de réduire le plus possible. Ce qui est intéressant avec les lunettes de 5 degrés, c'est qu'on sait que ça a été utilisé en recherche puis qu'il n'y a pratiquement pas d'effets ou des effets qui sont très, très réduits. Mais lorsqu'on met les lunettes prismatiques qui déplacent le champ visuel de 5 degrés, il y a un petit quelque chose qui se passe. Donc, on voit la déviation, puis ça fait que ça rend beaucoup plus compliqué, en fait, de savoir dans quel groupe on se trouve. Donc, oui, tout à fait. C'est qu'on veut vraiment essayer de changer notre approche ici pour s'assurer que les effets qu'on obtient ne sont pas dus simplement à un effet placebo. Autre question? Moi, j'ai une question. Oui. Dr. Champeau, on sait que l'activité physique joue un rôle important sur les fonctions cérébrales, sur plusieurs processus d'attention. Pensez-vous qu'il y a une importance à regarder peut-être le style de vie de personnes après, mettons, un AVC ou même des personnes saines, sur qu'est-ce que l'effet de l'activité physique sur peut-être PEC-de-MOS, ou comment ça peut aider ou comment ça peut jouer un rôle?
En fait, c'est un des problèmes avec l'héminégligeance. Donc, les gens deviennent beaucoup moins actifs parce que, justement, ils sont impliqués dans un paquet d'accidents. Tu peux imaginer, là, quand tu ne portes pas attention à ce qui se passe à gauche. Donc, ça fait que les gens sont beaucoup moins actifs en général. Ce qu'on espère avec PEC de Montréal, c'est en recentrant leur attention, c'est que ça leur permet d'être plus actifs. Puis ça, ce qu'on espère aussi, c'est que ça va, étant donné les effets qu'on connaît de l'exercice, que ça pourrait même amplifier les effets de la réadaptation. Ouais, je pensais que tu parlais de l'onde P300. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à regarder pré-post-intervention par rapport à ça. Puis, tu sais, ce qu'on veut commencer à faire aussi, là, c'est sûr qu'on est encore dans les tout débuts, puis on essaie de comprendre les effets de PEC de Montréal spécifiquement, là, mais, tu sais, ce qu'on sait, c'est qu'éventuellement, ce qu'on voudrait faire, c'est des programmes de réadaptation qui sont plus complets, là, tu sais. Donc, étudier si la personne utilise PEC de Montréal avec un programme d'exercice, par exemple, est-ce qu'on vient augmenter les effets? Est-ce qu'il y a une espèce de synergie qui se produit? Versus seulement l'adaptation prismatique. Donc, une fois qu'on va comprendre vraiment mieux les effets de l'adaptation prismatique lorsque c'est utilisé seul, évidemment, étudier ça en relation avec d'autres aspects là, du programme de réadaptation qui sont tout aussi importants va être vraiment intéressant. D'autres questions? Non? Ben, je vais t'appeler Anne-Sophie. Anne-Sophie, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. On apprécie beaucoup ça, d'avoir partagé avec nous un peu qu'est-ce que tu fais, puis les prochaines étapes. On te souhaite bonne continuation. Et encore une fois, merci beaucoup de ta présentation aujourd'hui. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye bye. Bye bye.